Pauline gare sa voiture devant la maison familiale. Le cœur léger malgré les flocons qui dansent dans la lumière des réverbères. Les cadeaux soigneusement emballés témoignent des heures passées à choisir le présent parfait pour chacun. À 35 ans, divorcée depuis 2 ans, elle considère ce dîner de Noël comme son moment de réconfort annuel, celui où elle retrouve enfin sa famille. Elle pousse la porte, humant l'odeur familière du rôti qui mijote, mélangée aux effluves de cannelle des biscuits traditionnels. Cette odeur réveille des souvenirs d'enfance, quand les fêtes rimaient encore avec joie partagée. Sa mère l'accueille d'un sourire pincé, inhabituellement gêné, qui contraste avec la chaleur qu'elle espérait retrouver. Pauline lui tend le champagne de Reims que sa mère affectionne et les chocolats belges que son père dévore en secret. Mais la froideur de la réponse la surprend, cette politesse distante qui remplace les effusions habituelles et les remerciements sincères qu'elle avait l'habitude de recevoir. Elle remarque immédiatement que quelque chose cloche dans le décor familier. La table, dressée avec la nappe brodée et la vaisselle en porcelaine, ne compte que 4 couverts disposés avec précision. 4 seulement. Sa place habituelle, celle qu'elle occupe depuis l'enfance et qui l'avait réconfortée même pendant son difficile divorce, a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Son cœur se serre quand elle comprend que ce n'est pas un oubli. Son père arrive du salon, tenant la main d'un jeune homme qu'elle n'a jamais vu. Ce dernier porte un pull en cachemire qui coûte probablement plus cher que ce qu'elle gagne en 1 mois, comme secrétaire médicale, et arbore cette assurance désinvolte de celui qui n'a jamais connu les fins de mois difficiles. Les présentations se font dans une atmosphère tendue. Maxime est le nouveau copain de Camille qu'elle fréquente depuis 3 mois. Sa sœur apparaît, radieuse dans sa robe rouge, se blottissant contre lui avec cette théâtralité calculée qui rappelle à Pauline pourquoi leurs relations ont toujours été compliquées. Quand elle demande où est sa place, son père évite son regard avant de lâcher les mots qui la glacent. « Ta place est prise, on a décidé de faire plus intime, juste pour la vraie famille. » Cette phrase la frappe comme une gifle. Vraie famille. Elle qui a aidé financièrement ses parents pendant des années, même quand son propre mariage battait de l'aile. Elle qui paie encore leurs courses chaque mois depuis son divorce, malgré son budget serré. Elle qui a réglé les frais de scolarité de Camille l'année dernière en puisant dans ses économies durement constituées. Sa mère approuve cette exclusion silencieusement en servant Maxime avec la belle porcelaine réservée aux grandes occasions, comme si cet inconnu méritait plus sa place qu'elle. L'incrédulité se mélange à une douleur profonde quand elle réalise que toutes ces années de sacrifice n'ont servi à rien. Camille ricane avec ce rire cristallin qu'elle réserve au moment où elle se sent supérieure. « Tu peux rentrer chez toi, Frangine. On sera très bien sans toi. » Le silence qui suit est assourdissant. Pauline regarde ses parents, espérant une réaction. Mais son père détourne les yeux vers le sapin illuminé et sa mère s'active autour de Maxime comme si elle n'existait plus. Aucune protestation, aucune défense. Rien qui puisse atténuer cette humiliation. Sa voix, quand elle reprend la parole, la surprend par son calme étrange. Elle pose les cadeaux sur la console avec des gestes méthodiques, chacun pesé comme un adieu définitif. Quand son père lui lance qu'elle ne devrait pas faire sa susceptible, quelque chose se brise définitivement en elle. « Susceptible », répète-t-elle, comme découvrant une langue étrangère. Puis naît un sourire qu'elle ne se connaissait pas, un sourire qui dit adieu à des années de dévouement non réciproque. Passez un excellent réveillon, profitez-en bien. Elle sort dans le froid mordant, chaque pas résonnant sur le gravier gelé. Dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, les larmes coulent. Mais elles ne sont pas seulement de tristesse. Il y a une colère froide, déterminée, libératrice. Cette nuit de Noël va tout changer. Elle sort son téléphone et ouvre l'application bancaire avec une détermination nouvelle. Chaque virement automatique va disparaître avant l'aube. Son père, sa mère, sa sœur vont découvrir ce que signifie vraiment perdre la vraie famille qu'ils viennent de rejeter si facilement. Pour la première fois depuis son divorce, Pauline sait exactement ce qu'elle doit faire pour enfin se respecter. De retour chez elle, Pauline reste assise dans sa voiture quelques minutes supplémentaires, laissant le moteur tourner au ralenti. Son petit appartement qu'elle loue depuis son divorce lui semble soudain plus accueillant que jamais. Pour la première fois, c'est vraiment son refuge. Pas une annexe de la maison familiale
où elle n'était qu'une source de financement. Elle monte les escaliers lentement, chaque marche résonnant dans le silence de l'immeuble endormi. Une fois à l'intérieur, elle pose son manteau, retire ses chaussures et s'installe dans son canapé usagé mais confortable. L'appartement est modeste, décoré avec les meubles récupérés après son divorce, mais il reflète ses goûts authentiques que sa famille a toujours critiqués. Elle repense à toutes les fois où sa famille l'a traitée comme une distributrice automatique de billets malgré ses propres difficultés financières. Après son divorce, quand elle a dû tout recommencer avec son salaire de secrétaire médicale, elle a continué de les aider par culpabilité et par amour. Les remarques de Camille sur ses vêtements achetés en solde, les critiques de sa mère sur son petit appartement, les reproches voilés de son père quand elle ne pouvait pas régler certaines factures familiales. À 3 heures du matin, incapable de dormir, elle prend son téléphone. L'écran illumine son visage déterminé, tandis qu'elle ouvre l'application bancaire. Ses doigts naviguent dans les menus familiers, malgré la gravité du moment. Virement automatique numéro 1. La mensualité de la voiture de son père, 250 € chaque mois depuis 3 ans, prélevés sur son compte déjà serré. Annulé. Virement numéro 2. Les courses hebdomadaires de sa mère, 180 € par semaine qu'elle peine parfois à honorer. Annulé. Virement numéro 3. L'abonnement familial aux plateformes de streaming que toute la famille utilise, sauf elle qui n'a pas le temps de regarder. Annulé. Virement numéro 4. La mutuelle complémentaire de ses parents qu'elle avait prise en charge après la perte d'emploi temporaire de son père. Le dernier virement l'a fait hésiter quelques secondes. Les frais de formation de Camille, 400 € par mois pour son cours de stylisme, payé en puisant dans ses propres économies de vacances. Sa sœur qui vient de l'humilier publiquement sans la moindre reconnaissance. Elle appuie fermement sur « Annuler ». Le lendemain matin, son téléphone explose de notifications. Messages paniqués, appels en absence, notifications WhatsApp qui s'accumulent pendant qu'elle prend tranquillement son café dans sa petite cuisine ensoleillée. Pour la première fois depuis des mois, elle savoure ce moment de paix matinale. À 9 heures précises, son père l'appelle. Sa voix tremble de colère mal contenue. « Tu as perdu la tête ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Ma banque me dit que tous les virements sont annulés. » Pour la première fois depuis des années, Pauline sourit vraiment en entendant la voix de son père. « Non, papa, je ne l'ai pas perdu. Je l'ai retrouvé. » Sa voix est d'un calme qui la surprend elle-même. Elle explique posément qu'elle ne financera plus une famille qui ne la considère pas comme telle. Son père tente de minimiser les événements de la veille, prétend qu'il s'agissait d'un malentendu, que Maxime était juste un invité de dernière minute qui méritait sa place plus qu'elle. « Papa, tu as dit « vraie famille ». Ces mots ont un sens. Hier soir, j'ai compris que je n'en faisais visiblement pas partie. Donc logiquement, une non-membre de la famille n'a pas à la financer. Son père change de tactique rapidement, évoque ses propres difficultés financières, sa pension de retraite insuffisante, les frais médicaux de sa mère. Puis il passe aux menaces à peine voilées, évoquant l'héritage qu'elle ne touchera jamais, la déception qu'elle cause. Pauline écoute patiemment cette litanie de chantage qu'elle connaît par cœur. « C'est fini, papa. Tu as fait ton choix hier soir. J'ai fait le mien cette nuit. Je dois aller travailler maintenant. » Elle raccroche calmement, coupe son téléphone et se prépare pour partir au cabinet médical. Dans le miroir de sa petite salle de bain, elle ne reconnaît pas la femme qui lui fait face. Ses yeux brillent d'une détermination qu'elle n'avait plus depuis son divorce. Cette femme-là ne se laissera plus jamais exploiter. Pour la première fois depuis des années, Pauline se sent libre de choisir où dépenser son argent durement gagné. Les semaines qui suivent ressemblent à un véritable harcèlement familial. Le téléphone de Pauline ne cesse de vibrer, alternant entre les tentatives de réconciliation et les reproches acerbes. Sa mère l'appelle tous les matins, avant qu'elle parte au cabinet médical, utilisant cette voix tremblante qu'elle réserve aux grandes manipulations. Elle évoque sa tension artérielle qui monte, ses nuits blanches, l'humiliation devant les voisins qui remarquent leurs nouvelles difficultés. Les messages de Camille oscillent entre l'insulte pure et la nostalgie calculée. Un jour, elle la traite d'égoïste et de rancunière. Le lendemain, elle évoque leurs souvenirs d'enfance et les vacances d'été chez grand-mère. Son père, lui, a opté pour la méthode brutale. Il menace de couper définitivement les ponts,
évoque les conséquences sur la santé fragile de sa mère et va même jusqu'à prétendre qu'elle détruit volontairement la cohésion familiale par pur ressentiment. Pauline écoute ces messages avec un détachement qui l'étonne elle-même. Chaque accusation, chaque tentative de culpabilisation glisse sur elle sans l'atteindre vraiment. Elle découvre avec surprise qu'elle possède une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas, forgée peut-être par les épreuves de son divorce et la nécessité de survivre seule. Au cabinet médical où elle travaille, ses collègues remarquent immédiatement le changement. Claire, l'infirmière avec qui elle partage ses pauses déjeuner depuis 4 ans, lui fait remarquer qu'elle semble différente, plus sereine malgré les cernes sous ses yeux. Pauline excelle dans son travail d'organisation des consultations et de gestion administrative, mais quelque chose a changé dans sa façon d'interagir avec les patients difficiles. Elle ne se laisse plus marcher dessus, pose des limites claires et refuse poliment mais fermement les demandes déraisonnables. Cette transformation professionnelle lui fait prendre conscience d'une réalité troublante. Elle n'a pratiquement pas d'amis en dehors du travail. Toutes ces années, surtout depuis son divorce, elle avait consacré ses week-ends et son énergie limitée à sa famille toxique, négligeant de reconstruire un cercle social équilibré. Ses soirées se résumaient aux appels familiaux obligatoires, aux visites dominicales, où elle était plus une aide ménagère qu'une fille appréciée. Un soir, seule dans son petit appartement qu'elle redécouvre sous un jour nouveau, Pauline fait le bilan de sa situation avec une lucidité douloureuse mais salutaire. Elle réalise l'ampleur de sa dépendance émotionnelle à une famille qui ne l'aimait qu'à condition qu'elle se sacrifie financièrement. Ses parents n'avaient jamais montré d'intérêt pour sa reconstruction après son divorce, ses projets modestes, ses petites victoires quotidiennes au travail. Cette révélation la fait pleurer pour la première fois depuis des semaines, mais ce sont des larmes de libération plutôt que de tristesse pure. Elle pleure sur toutes ces années perdues à mendier une reconnaissance qui ne viendrait jamais, sur cette version diminuée d'elle-même qu'elle avait accepté de devenir pour acheter une paix familiale illusoire. Puis, dans cette catharsis émotionnelle nécessaire, elle se redresse avec une détermination renouvelée. Si elle doit reconstruire sa vie sociale de zéro, elle le fera en choisissant des personnes qui la respectent vraiment. Plus jamais, elle ne tolérera d'être réduite à un rôle de soutien financier. Le samedi suivant, elle prend une décision symbolique importante. Elle se rend chez le coiffeur du quartier et demande une coupe moderne qui encadre son visage et révèle sa personnalité authentique. Fini les cheveux longs que sa mère trouvait plus appropriés pour une femme divorcée qui devrait se faire discrète. En sortant, elle croise son reflet dans la vitrine d'une boutique et sourit spontanément. Cette femme aux cheveux courts et au regard déterminé, c'est enfin la vraie Pauline. Celle qui refuse désormais de s'excuser d'exister et qui a compris qu'elle mérite mieux que les miettes affectives qu'on lui jetait. Sa nouvelle vie commence maintenant, construite sur ses propres choix et ses propres moyens. 3 mois après la rupture avec sa famille, Pauline commence enfin à respirer. L'argent qu'elle ne verse plus dans le gouffre familial lui permet de petites libertés qu'elle avait oubliées. Elle s'inscrit à des cours de cuisine méditerranéenne le jeudi soir, reprend l'aquarelle qu'elle pratiquait avant son mariage et s'offre même des places de cinéma sans calculer au centime près. Son appartement se transforme progressivement. Elle investit dans quelques plantes vertes qui égayent les pièces, change les rideaux ternes pour des voilages colorés et accroche au mur ses premières aquarelles réussies. Pour la première fois depuis des années, son chez elle reflète vraiment ses goûts personnels. Au cabinet médical, le docteur Moreau remarque sa transformation lors de leur pause café habituelle. « Pauline, vous semblez avoir retrouvé une énergie que je ne vous connaissais pas. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle sourit en remuant son café. « J'ai arrêté de porter le poids du monde sur mes épaules, docteur. C'est lors de son cours de cuisine que sa vie bascule à nouveau, mais cette fois vers quelque chose de lumineux. Un jeudi soir de mars, alors qu'elle s'applique à réussir ses gnocchis maison, un homme s'installe à la station voisine avec une maladresse touchante. Il tente de découper ses légumes avec la précision d'un architecte, mais le résultat est désastreux. Pauline ne peut s'empêcher de sourire devant ses efforts. Quand il fait tomber sa planche à découper pour la 3e fois, elle lui propose son aide. « Vous voulez que je vous montre ? J'ai mis du temps à comprendre aussi. Je m'appelle Pierre, et visiblement, je ne suis pas fait pour la cuisine. » répond-il avec un rire embarrassé qui révèle une simplicité rafraîchissante.
Ils terminent la soirée en préparant ensemble un risotto aux champignons. Pierre lui confie qu'il a quitté son poste d'architecte après un burn-out pour devenir thérapeute. Son histoire résonne avec celle de Pauline. Cette quête d'authenticité après des années de compromis épuisants. J'ai réalisé que je passais ma vie à concevoir des projets qui ne me ressemblaient pas, explique-t-il en remuant doucement le risotto. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici ? J'apprends à me faire plaisir sans me sentir coupable, répond Pauline avec une sincérité qui la surprend elle-même. Au fil des semaines, ils se retrouvent régulièrement après les cours. Pierre s'intéresse sincèrement à son travail, à ses aquarelles, à ses projets modestes. Il ne juge pas son petit appartement, trouve même charmant qu'elle cultive ses tomates cerises sur son balcon. Un soir, alors qu'ils se promènent au bord de la rivière, Pierre s'arrête soudain. « Pauline, j'aimerais vous dire quelque chose. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même, sans jouer de rôle. » Cette déclaration simple la bouleverse plus que toutes les grandes déclarations qu'elle avait entendues dans sa vie. Moi aussi, Pierre. Pour la première fois, je n'ai pas besoin de me justifier d'exister. Il lui prend la main naturellement, et ce geste dénué de calcul lui fait comprendre qu'elle est en train de tomber amoureuse pour la première fois de sa vie. Pas de cette passion destructrice qu'elle avait connue, mais d'un amour serein qui lui donne envie de grandir. En rentrant chez elle ce soir-là, Pauline réalise qu'elle n'a pas pensé à sa famille de toute la soirée. Cette constatation la remplit d'une joie tranquille. Elle est enfin en train de construire sa propre vie, avec ses propres choix et ses propres bonheurs. Pierre représente tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Un homme qui l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut donner. La relation entre Pauline et Pierre évolue avec une tendresse qui la bouleverse. Contrairement à son mariage où chaque geste d'affection semblait calculé, Pierre exprime ses sentiments avec une simplicité désarmante. Il l'invite à découvrir ses endroits préférés. Une librairie d'occasion, où il passe des heures le samedi, un petit marché bio où il achète ses légumes, un parc tranquille, où il va méditer après ses journées de formation. Pauline découvre un bonheur qu'elle ne soupçonnait pas dans ces moments ordinaires partagés. Préparer le dîner ensemble dans sa petite cuisine, regarder un film blotti contre lui sur son canapé usagé, se promener main dans la main sans destination précise. Pierre ne cherche jamais à l'impressionner ou à prouver quoi que ce soit. Il est présent, attentif, authentique. Un dimanche matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner sur le balcon fleuri de Pauline, Pierre lui confie quelque chose d'important. « Tu sais, ma famille aussi a eu du mal à accepter ma reconversion. Mon père répète encore que j'ai gâché mes années d'études d'architecture. Comment tu fais pour ne pas culpabiliser ?» demande Pauline en caressant distraitement une feuille de basilic. « J'ai compris qu'on ne peut pas vivre pour faire plaisir aux autres. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je sais que je mérite d'être heureux selon mes propres critères. » Ces mots résonnent profondément en elle. Pierre lui montre par l'exemple ce qu'est un amour sain, sans condition ni chantage. Il ne lui demande jamais de compte sur ses dépenses, ne critique pas ses choix, ne tente pas de la changer. Au contraire, il l'encourage à explorer ses passions, à prendre soin d'elle, à s'affirmer davantage. Cependant, cette période de bonheur paisible est brusquement interrompue. Sa famille biologique intensifie soudain la pression avec une violence inouïe. Un mardi soir, alors qu'elle rentre du travail, elle trouve sa mère assise sur les marches de son immeuble, les yeux rougis par les larmes. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Ma chérie, il faut qu'on parle, c'est urgent, on va perdre la maison. » Sa mère explique entre deux sanglots que sans son aide financière, ils n'arrivent plus à honorer leurs échéances. Le crédit de la maison, les frais médicaux qui s'accumulent, les dépenses courantes qu'il n'avait jamais apprises à gérer seul. Elle évoque la honte devant les voisins, la peur de se retrouver à la rue à leur âge. Pauline sent la culpabilité familière remonter en elle comme une nausée. Toutes ces années de conditionnement refont surface d'un coup. Elle est responsable du bien-être de ses parents, elle leur doit assistance, elle ne peut pas les abandonner dans la détresse. Ce soir-là, Pierre remarque immédiatement son trouble quand elle arrive chez lui pour leur dîner habituel. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute pâle. » Pauline lui raconte la visite de sa mère, les larmes, les menaces de saisie. Pierre l'écoute attentivement sans l'interrompre, puis pose doucement sa main sur la sienne. « Pauline,
Tu as dit toi-même que tes parents t'avaient rejeté publiquement à Noël. Leurs difficultés financières ne sont pas ta responsabilité. Mais c'est ma mère, Pierre. Je ne peux pas la laisser finir à la rue. Tu n'es pas responsable de leurs mauvaises décisions financières. Ils ont compté sur toi sans jamais te demander ton avis, sans jamais te respecter. Malgré les paroles rassurantes de Pierre, Pauline passe une nuit blanche à se torturer l'esprit. Une partie d'elle comprend rationnellement qu'elle n'est pas responsable de la situation familiale, mais l'éducation reçue et des années de manipulation psychologique sont difficiles à effacer. La situation empire encore quand Camille l'appelle le lendemain au cabinet médical. « Pauline, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis enceinte de 3 mois. » Cette nouvelle la déstabilise complètement. Un bébé innocent qui va naître dans cette famille dysfonctionnelle, un neveu ou une nièce qu'elle ne connaîtra peut-être jamais si elle maintient sa position. « Maxime et moi, on va se marier l'été prochain. » Continue Camille avec une voix étrangement humble. « J'aimerais que tu sois là. On a besoin de se réconcilier, pour le bébé. » Pour la première fois depuis des mois, Camille ne l'agresse pas, ne la provoque pas. Cette approche différente déstabilise Pauline plus que toutes les attaques précédentes. Elle ressent un déchirement profond entre l'amour qu'elle éprouve naturellement pour cet enfant à naître et la nécessité de se protéger d'une famille toxique. Le soir même, elle s'effondre dans les bras de Pierre. Je ne sais plus quoi faire. Il y a un bébé maintenant dans l'équation. Pierre la berce doucement, comprenant la complexité de la situation. Quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir. Mais souviens-toi de ce que tu as vécu. L'amour véritable ne se négocie pas. 2 semaines après l'annonce de la grossesse de Camille, Pauline vit un véritable enfer intérieur. Les appels de sa famille se multiplient, chacun jouant sa carte émotionnelle avec une précision chirurgicale. Sa mère évoque ses nuits blanches, son père ses problèmes cardiaques qui s'aggravent avec le stress, et Camille son besoin d'avoir sa grande sœur auprès d'elle pendant cette grossesse. Pierre observe avec inquiétude les cernes qui se creusent sous les yeux de Pauline, sa perte d'appétit, son sommeil agité. Elle qui avait retrouvé sa sérénité semble retomber dans l'ancien piège familial, rongée par une culpabilité qu'il sait injustifiée mais qu'elle ne parvient pas à chasser. Un samedi après-midi, alors qu'elle range son petit appartement en tentant de calmer son anxiété, on sonne à sa porte. Pauline ouvre sans méfiance et se retrouve face à toute sa famille regroupée sur son palier. Son père, sa mère, Camille avec son ventre qui commence à s'arrondir, et même Maxime qui arbore un sourire gêné. « Qu'est-ce que vous faites tout là ?» demande-t-elle, sentant immédiatement que cette visite concertée ne présage rien de bon. « On vient te parler, ma chérie », dit sa mère en s'invitant à l'intérieur. « Il faut qu'on règle cette situation une bonne fois pour toutes. » Il s'installe dans son salon sans y être invité, créant une atmosphère oppressante dans l'espace restreint. Pauline se sent soudain étrangère chez elle, submergée par leur présence envahissante. Son père prend la parole le premier, adoptant ce ton paternaliste qu'elle déteste. « Pauline, ta mère fait de l'hypertension à cause de cette situation. Tu es en train de détruire sa santé. »« Papa, ce n'est pas moi qui... » »« Laisse-moi finir, » l'interrompt-il sèchement. « J'ai honte devant les voisins. Ils savent qu'on a des problèmes d'argent maintenant. Une fille qui abandonne ses parents, ça ne se fait pas. » Sa mère enchaîne avec des larmes qui semblent surgir sur commande. « J'ai dit à Madame Dubois que tu étais malade, que tu traversais une dépression. Je ne pouvais pas avouer que ma propre fille nous laisse tomber. » Camille, installée bien en évidence avec sa main sur son ventre, joue sa carte maîtresse. « Tu vas priver ton futur neveu d'une vie décente ? Il aura besoin d'une tante qui l'aime, pas d'une étrangère rancunière. » Pauline se sent écrasée sous le poids de cette culpabilisation orchestrée. Chaque argument vise un point sensible qu'ils connaissent parfaitement. L'amour familial, la responsabilité envers les aînés, l'innocence d'un enfant à naître. Elle vacille, sentant ses défenses s'effriter une à une. « Je ne suis pas rancunière, » murmure-t-elle faiblement. « Mais vous m'avez humiliée publiquement, vous m'avez dit que... » C'était un malentendu, balaye son père. Maxime était juste un invité surprise. Tu as mal interprété. Maxime hoche la tête avec un sourire faux. Je ne savais même pas qu'il y avait un problème. Camille m'avait dit que vous étiez d'accord. Pauline sent le sol se dérober sous ses pieds.
Ils réécrivent l'histoire, minimisent son humiliation, transforment sa souffrance légitime en susceptibilité excessive. Elle est sur le point de céder, de s'excuser, de reprendre son rôle de pourvoyeuse financière. Quand la porte d'entrée s'ouvre, Pierre apparaît avec les courses pour leur dîner prévu, s'arrêtant net devant la scène. Il avait les clés que Pauline lui avait confiées la semaine précédente, symbole de leur confiance mutuelle grandissante. « Excusez-moi, je ne savais pas que Pauline avait de la visite, » dit-il poliment en posant les sacs. Son père se lève immédiatement, le toisant avec mépris. « Et vous êtes qui exactement? Le nouveau qui profite de l'argent de ma fille ?»« Papa !» s'exclame Pauline, mortifiée par cette agression gratuite. Pierre reste calme, mais sa voix se durcit. « Je suis Pierre, et je pense que vous devriez partir. » Pauline n'a pas à subir ce chantage chez elle. « Vous n'avez rien à dire dans les affaires de famille !» explose son père. « Ma fille a des devoirs envers nous. » Cette agression verbale gratuite contre Pierre, cet homme bon qui ne leur a rien fait, ouvre enfin les yeux de Pauline. Elle voit soudain sa famille sous son vrai jour. Des manipulateurs qui n'hésitent pas à attaquer quelqu'un d'innocent pour maintenir leur emprise sur elle. « Sortez de chez moi », dit-elle d'une voix ferme qui surprend tout le monde. « Tous, maintenant. »« Pauline », tente sa mère. « Non, vous venez chez moi sans invitation, vous insultez l'homme que j'aime, vous me faites du chantage avec un bébé. Sortez !» Ils partent en claquant la porte, laissant derrière eux des menaces à peine voilées sur les conséquences de son attitude. Cette nuit-là, dans les bras protecteurs de Pierre, Pauline comprend qu'elle a définitivement tourné la page sur cette famille toxique qui ne mérite pas ses sacrifices. 6 mois après cette confrontation explosive, Pauline épanouit dans sa nouvelle vie avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Son quotidien s'est enrichi de petits plaisirs simples qui donnent un sens profond à son existence. Elle a été promue assistante de direction au cabinet médical, reconnaissance méritée de son efficacité et de sa nouvelle assurance professionnelle. Sa relation avec Pierre se renforce chaque jour davantage. Ils ont pris l'habitude de se retrouver 3 soirs par semaine, alternant entre son appartement et celui de Pierre. Ces soirées mélangent de complicité intellectuelle et tendresse physique dans un équilibre parfait. Pierre lui fait découvrir sa passion pour la photographie argentique, tandis qu'elle l'initie à l'aquarelle et au jardinage urbain. Ensemble, ils explorent la ville sous un angle nouveau. Pauline découvre des quartiers qu'elle ne connaissait pas, des restaurants ethniques où Pierre l'emmène goûter des saveurs inédites, des expositions dans de petites galeries confidentielles. Cette ouverture culturelle la transforme progressivement en une femme plus curieuse, plus audacieuse, plus vivante. Au cabinet, ses collègues remarquent son évolution constante. Claire, l'infirmière, lui confie lors d'une pause. « Pauline, tu rayonnes littéralement. Cet homme te fait visiblement le plus grand bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être aimée pour ce que je suis vraiment. » répond-elle avec un sourire lumineux. Elle développe également de nouvelles amitiés. Marie, une patiente régulière devenue confidente, l'invite régulièrement à ses cours de yoga du dimanche matin. Ces moments de détente physique et mentale lui apportent un équilibre qu'elle ne soupçonnait pas. Pauline apprend à écouter son corps, à respecter ses besoins, à se traiter avec la même bienveillance qu'elle accordait autrefois uniquement aux autres. Sa transformation physique accompagne cette évolution intérieure. Elle a perdu quelques kilos sans effort particulier, simplement parce qu'elle ne mange plus par stress ou culpabilité. Sa nouvelle coupe de cheveux met en valeur son visage apaisé, et elle ose enfin porter les couleurs vives qu'elle affectionne depuis toujours, mais que sa famille critiquait systématiquement. Un après-midi de septembre, alors qu'elle fait ses courses au marché local, Pauline croise par hasard Madame Bertrand, une ancienne amie de sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis des années. La conversation qui s'ensuit va bouleverser sa perception du passé de façon définitive. « Ma petite Pauline, comme tu as bonne mine !» s'exclame la dame âgée en l'embrassant chaleureusement. Après les politesses d'usage, Madame Bertrand aborde spontanément le sujet de sa famille. « Tu sais, j'ai toujours trouvé que tes parents étaient durs avec toi. Ta mère ne se gênait pas pour critiquer tes choix devant nous. »« Comment ça ?» demande Pauline, intriguée malgré elle. « Elle disait que tu étais trop généreuse, que tu te faisais exploiter par tout le monde, que tu manquais de caractère. Même quand tu les aidais financièrement,
Elle trouvait que ce n'était jamais assez. Cette révélation frappe Pauline comme un coup de poing. Pendant qu'elle se saignait aux 4 veines pour les aider, ses parents la dépeignaient comme quelqu'un de faible et d'insuffisant devant leur connaissance. Cette découverte, bien que douloureuse, la libère définitivement de toute culpabilité résiduelle. Le soir même, elle raconte cette rencontre à Pierre qui l'écoute avec attention. « Tu vois bien que tu as pris la bonne décision. Ces gens-là ne méritaient pas tes sacrifices. Je me sens presque soulagée de savoir la vérité. J'étais dans une relation toxique depuis toujours sans m'en rendre compte. » Quelques semaines plus tard, Pierre lui fait une proposition qui symbolise parfaitement sa renaissance. « Pauline, j'aimerais que tu rencontres mes parents dimanche prochain. Ils ont très envie de connaître la femme qui me rend si heureux. » Cette perspective, qui l'aurait terrorisée quelques mois plus tôt, l'enchante désormais. Elle accepte avec joie, curieuse de découvrir une famille où l'amour ne se monnaie pas et où les relations se basent sur le respect mutuel. Le dimanche arrive et Pauline découvre avec émerveillement ce qu'est une vraie famille aimante. Les parents de Pierre l'accueillent avec une chaleur authentique, s'intéressent sincèrement à son travail, à ses passions, à ses projets. Ils ne posent pas de questions indiscrètes sur son passé, ne la jugent pas sur son divorce, ne cherchent pas à savoir combien elle gagne. En repartant ce soir-là, Pauline réalise qu'elle vient de vivre sa première réunion de famille vraiment heureuse depuis des décennies. Pour la première fois, elle a été acceptée inconditionnellement, appréciée pour sa personnalité, respectée dans ses choix. Cette expérience achève de guérir les blessures laissées par sa famille biologique et lui confirme qu'elle mérite d'être entourée de personnes qui l'aiment véritablement. 1 an après la rupture définitive, Pauline a presque oublié l'existence de sa famille toxique. Sa nouvelle vie avec Pierre, ses amitiés sincères et son épanouissement professionnel ont comblé le vide laissé par cette absence. Elle ne ressent plus ni colère ni tristesse, juste une indifférence apaisée envers ces gens qui appartiennent désormais à son passé. Mais sa famille n'a visiblement pas renoncé à la récupérer. Leur situation financière s'est complètement effondrée sans son soutien constant. D'après les rumeurs qui circulent dans le quartier, ils ont dû vendre la maison familiale et déménager dans un appartement plus modeste. Camille a accouché d'un petit garçon prénommé Lucas, et Maxime a quitté le foyer familial quelques semaines après la naissance, incapable d'assumer ses responsabilités paternelles. Cette dégringolade sociale et financière rend sa famille désespérée, et le désespoir les pousse à des actes inconsidérés. Un mardi matin, alors que Pauline arrive au cabinet médical pour une journée de travail normale, elle découvre son père qui fait les 100 pas devant l'entrée. Il l'attendait visiblement depuis un moment, et son expression déterminée ne présage rien de bon. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Il faut qu'on parle, Pauline. Tu ne peux pas continuer à faire comme si on n'existait pas. » Sans attendre sa réponse, il la suit à l'intérieur du cabinet, ignorant complètement les regards intrigués des patients présents dans la salle d'attente. Sa voix monte progressivement, attirant l'attention de tout le monde. « Tu as détruit ta famille. Camille élève son fils toute seule maintenant. Ta mère est sous antidépresseur à cause de toi. » Pauline sent la honte l'envahir devant cette scène publique, mais sa nouvelle force intérieure l'empêche de céder à la panique. « Papa, ce n'est ni le lieu ni le moment. Si tu veux discuter, retrouvons-nous ailleurs. » « Non, tu nous évites depuis des mois. Tu vas m'écouter maintenant. » Le docteur Moreau sort de son bureau, alerté par le bruit. « Monsieur, vous dérangez mes patients. Je vous prie de sortir ou d'attendre dehors. » Son père ignore complètement le médecin et continue son réquisitoire. « Ma fille refuse d'aider sa propre famille. Elle préfère dépenser son argent avec son petit ami plutôt que de s'occuper de sa mère malade. » Cette humiliation publique devant ses collègues et les patients auraient anéanti l'ancienne Pauline. Mais la femme qu'elle est devenue gère la situation avec une dignité qui surprend tout le monde, y compris elle-même. « Papa, viens, on va discuter calmement au café d'en face. » Elle l'emmène fermement à l'extérieur, s'excuse auprès du docteur Moreau et traverse la rue vers le petit café où elle prend parfois ses pauses. Une fois installée face à face, elle laisse son père vider son sac de reproches et de récriminations. Quand il termine enfin sa litanie, Pauline prend la parole avec un calme olympien. « Papa, tu viens de m'humilier devant mon employeur et mes collègues. Tu prétends que je t'ai abandonné, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Je t'ai élevé, nourri, logé.
Et moi, je vous ai aidé financièrement pendant des années. Mais le soir de Noël, quand tu as dit « vraie famille », qu'est-ce que tu voulais dire exactement ? Son père tente une dernière manipulation, prétend qu'il l'aime, qu'elle lui manque, que la famille ne peut pas survivre sans elle. Mais ces mots sonnent creux, dénués de sincérité authentique. Pauline se lève lentement, pose quelques euros sur la table pour régler les consommations. « Papa, si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais gardé une place à cette table de Noël. L'amour véritable ne se négocie pas, ne se monnaie pas. » Elle sort du café et laisse derrière elle un homme vieilli, amer, qui refuse encore de reconnaître ses torts. Cette confrontation, loin de l'ébranler, la conforte dans ses choix. Elle a mesuré le chemin parcouru en 1 an et réalisé qu'elle ne retournera jamais en arrière. En rentrant au cabinet, elle trouve Pierre qui l'attendait dans le hall, alerté par le docteur Moreau. « Ça va ?» demande-t-il simplement en la prenant dans ses bras. « Oui, ça va. Et je sais que ça ira toujours maintenant. » Cette confrontation marque la fin définitive de sa dépendance émotionnelle envers une famille qui ne l'a jamais vraiment aimée. 2 ans après ce réveillon de Noël qui a tout changé, Pauline célèbre les fêtes dans un tout autre décor. L'appartement de Pierre, qu'il partage désormais depuis 6 mois, résonne de rires authentiques et de conversations chaleureuses. Autour de la table dressée avec soin, elle découvre ce que signifie vraiment le mot famille. Les parents de Pierre l'ont adopté émotionnellement dès leur première rencontre. Monsieur Dubois, retraité de l'enseignement, partage avec elle sa passion pour l'histoire locale, tandis que Madame Dubois, ancienne infirmière, trouve en Pauline une complice pour échanger sur le monde médical. Ils ne l'ont jamais questionnée sur son passé, respectant naturellement ses silences et valorisant ses qualités présentes. Claire, son amie du cabinet, est également présente avec son mari et ses 2 adolescents. Cette amitié née dans l'adversité professionnelle s'est transformée en affection profonde, basée sur l'échange et le soutien mutuel. Marie, sa professeure de yoga devenue confidente, apporte sa joie de vivre communicative et ses anecdotes savoureuses. Ce cercle choisi, cette famille du cœur, offre à Pauline exactement ce qu'elle avait toujours cherché sans le savoir. Un amour inconditionnel, des relations équilibrées, des échanges enrichissants, où chacun donne et reçoit naturellement. « À notre Pauline », lance Monsieur Dubois en levant son verre, qui nous a montré qu'on peut renaître à tout âge quand on a le courage de choisir son bonheur. Ces mots la touchent plus profondément que tous les compliments reçus dans sa vie antérieure. Elle regarde autour de cette table et mesure le chemin parcouru depuis cette nuit de décembre où elle pleurait seule dans sa voiture. Sa carrière a pris un tournant inattendu. Le docteur Moreau lui a proposé de reprendre ses études pour devenir aide-soignante, finançant même une partie de sa formation. À 37 ans, Pauline découvre qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves professionnels. Cette perspective l'enthousiasme et lui donne une nouvelle raison de se lever chaque matin. Physiquement, elle a retrouvé une vitalité qu'elle n'avait plus depuis des années. Son visage s'est apaisé, son sourire est devenu spontané, sa démarche plus assurée. Les photos prises lors de ce réveillon montrent une femme épanouie, rayonnante, qui assume pleinement sa féminité retrouvée. Financièrement, elle respire enfin. L'argent qu'elle ne verse plus dans le gouffre familial lui permet de voyager avec Pierre, de s'offrir des cours et des loisirs, d'épargner pour leurs projets communs. Ils envisagent d'acheter ensemble un petit appartement avec un vrai jardin où cultiver leurs légumes et leurs fleurs. Un matin de janvier, elle reçoit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un faire-part de naissance qu'elle reconnaît immédiatement. Celui du fils de Camille, accompagné d'un petit mot maladroit. Sa sœur évoque des regrets, des excuses timides, l'espoir d'une réconciliation future pour le bien de l'enfant. Pauline lit ce message sans colère ni amertume, juste avec une indifférence bienveillante. Elle sourit en rangeant le faire-part dans un tiroir, sans intention ni de répondre, ni de jeter. Elle a appris que pardonner ne signifie pas oublier ou revenir en arrière, mais simplement lâcher la rancœur pour avancer librement. Par une belle soirée de février, Pierre l'emmène dîner dans le restaurant où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous. Après le dessert, il sort une petite boîte de sa poche avec une émotion touchante. « Pauline, tu as transformé ma vie en me montrant ce qu'est l'amour véritable.
Veux-tu m'épouser ? En acceptant sa demande, Pauline réalise qu'elle n'a plus peur de l'engagement. Elle a appris à s'aimer suffisamment pour ne plus accepter les miettes affectives. Cet amour mature, basé sur le respect et la complicité, lui donne envie de construire un avenir partagé. En rentrant chez eux ce soir-là, elle pense parfois à cette fameuse soirée de Noël qui a bouleversé son existence. Cette exclusion cruelle, cette humiliation publique, ont finalement été le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir. Elles l'ont contrainte à regarder la vérité en face et à choisir enfin sa propre vie. Sa nouvelle existence commence vraiment, construite sur ses propres choix, entourée de personnes qui l'aiment pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut donner. Whoa, are you for real? Dude, that's crazy. Danny said that Beldam's catch rate, I kid you not, is 0.4%. Geo, dude. Geo. Damn. You're cooked, buddy. You're cooked. Should have freaking. Catch my Aaron, Push me. please. Catch my Aaron. Did you heal your Pokemon? Yeah, I did, but I literally have 2 balls, a Pokeball and a Safari ball. I don't think I'd be able Okay, to. I'll give you more. I have... What do I have? I have... Why don't you just go back and heal and I'll TP you back here? I have Heavy Ball. It's the only good ball I have. I don't have anything else. Eh? Huh? Why don't you just fight him and then... I try to have... catch All him? my Pokemon are dead, dude. I said go back and heal them and I'll look after him. How the hell am I supposed to go back, Thomas? I didn't set my TP spawn you. right. Yeah, you'll go back to the other house. Why would I go all the way there? For Go what? Heal your Pokemon. Oh. Okay. I can try to get him, but like I keep one-shotting them. Geo, dude. There, both the times I try to get there, I just one-shot them. Okay, whatever. I'll be back. I wonder if I have money to buy more balls. I don't know if I think I spent all of my money on Ultra Balls. I'm not kidding. You can even like freaking buy me like new Ultra Balls. You just wasted them. Go to our I know. Go to our thing and grab Grab some what? of the Pokeballs in the chest. Okay, but I mean, I don't even I know how have to to make them. make You them. make them all. I don't know I how to know, make them. just grab the materials for them and I'll Oops. make them. Sorry. Is it what's good against? It's like rock, right? Rock and fighting is good against steel. Mhm. Do I have any fighting type? I don't even think I have fighting type. I think my Drillbur. No, not my Drillbur. My Mudkip has a fighting. I think fighting. Yeah, my Mudkip's only level 13 though. He's gonna get fucking shit on. I don't have any good fighting Pokemon. Okay. I guess I just gotta use what I got. Wait, actually, let me swap out my Meowth. I don't want this guy. Okay, I guess that's it. And then, what else did you want me to get? You want me to get Pokeballs? Yeah, go to our house and go to the chest. You're breaking my ankles. Let me check if I have money. I have $200. Nope. Okay. What kind of Pokeballs do you want? Just grab like any of them, really. Okay. Like what? You want me to grab all the apricorns? What do you Ultra Ball Lid? Grab the cooked app. Grab the yellow and black one, and
Oh, put some stuff away first. Yeah, yeah, I know, bro. It's not meant. And grab some wood if you got some wood. I don't have that much wood, bro. We don't have any. And Mine some. yellow and black, and then what? Do you want me to get? I'll just get the Ultra Ball lids as well. No, why would I not get the lids? Yeah, get the lids as well. And that's it. Yeah, bring the silver and the iron as well. Aluminum. Yeah.